Salut, bonsoir. Moi, je vais vous parler, comme je disais, comme vous avez vu dans l'annonce de crypto ce soir. Je suis manager pour une équipe de sécurité chez Bentley Systems. Bentley Systems, c'est pas les sacoches, c'est pas les autos, c'est un autre Bentley, ok? Souvent les gens ne connaissent pas, on est compétiteur d'AutoCAD, souvent les gens connaissent AutoCAD plus que nous, là. Donc moi, mon équipe de sécurité, on s'occupe de la sécurité on a 600 produits chez Bentley. On a un grand réseau qu'on appelle les champions de la sécurité. On a 130 champions de la sécurité qui se rapportent à mon équipe. Et puis tous ces gens-là, c'est des développeurs qui travaillent avec les produits, qui ont toutes sortes de questions, qui ont toutes sortes de problèmes. Et puis nous, il faut qu'on les aide dans ces problèmes-là. Et puis ce que je vais vous parler ce soir, c'est finalement 3 présentations qu'on fait à ce réseau de champions-là. Nous, on les entraîne à chaque 2 semaines, on les donne des petits cours. Ces 3 présentations-là, c'est des réactions à des problèmes qu'ils ont eu. C'est vraiment des problèmes concrets qu'ils ont eu dans leur vie de développeurs qui ont fait que on s'est dit, ouais, ça vaudrait la peine de parler de ce sujet-là de cette façon-là aux développeurs. Et puis, on va aller dans la première partie. Quelque chose qu'on s'est aperçu, c'est que la cryptologie, c'est un sujet qui est quand même complexe. Puis souvent, les gens ne savent pas par où commencer. On a des développeurs qui, eux, mettons, ils ont eu des cours de crypto à l'université. Puis là, ils savent que c'est en lien avec les maths, qu'il y a un exposant et un modulo à quelque part. Fait que là, quand ils arrivent pour faire de la crypto, ils se disent, bon, aussi que je mets mon exposant, mon modulo, mais dans le concret, ils ne savent pas comment utiliser ça dans un logiciel pour que ce soit sécuritaire. Ils connaissent les bases théoriques, peut-être en mathématiques, mais faire le pont entre ça, puis comment bien l'utiliser, comment utiliser les outils à un niveau un peu plus élevé pour dans le logiciel, il y en a mieux. Puis quand on cherche sur le web par rapport à crypto, souvent on trouve des choses mathématiques plus que des bonnes pratiques là, j'utilise des mots en anglais, c'était tout en anglais, puis je les retraduis, là, fait que j'ai essayé ça se peut qu'il y en ait des mots en anglais qui soient glissés, que j'ai pas échangé. Donc ouais, j'espère que ça va vous aider comme présentation de ce point de vue-là. Je commence à une couple de choses de base, là. Ça, je l'ai clairement pas traduit parce que j'aime bien l'acronyme de CIA, pour confidentialité, intégrité et availability. C'est vraiment la base de qu'est-ce que la sécurité. Puis souvent, je vais vous en parler dans l'autre tableau aussi, c'est que quand on fait de la sécurité, on a toutes sortes de choses, des requis qu'on essaie d'atteindre, puis la crypto, c'est souvent une solution à ça. Avec là, c'est un peu complexe comme tableau, c'est différents frameworks pour des façons de penser la sécurité. Ce qui est à gauche, c'est des menaces, c'est Stride, c'est un framework que Microsoft a inventé pour classifier les menaces. À droite, c'est la CIA+, parce qu'il y a une couple d'autres termes qui se rajoutent là-dedans. Parce que l'acronyme CIA, c'est le fun, on n'a pas le goût de le briser. Puis autant, c'est des mécanismes de sécurité, des mesures de sécurité qu'on peut prendre pour réagir à ces menaces-là en fonction des propriétés de sécurité qu'on veut avoir. Puis ceux que j'ai mis en haut, c'est tous ceux qui sont en lien d'une façon ou d'une autre avec la crypto. Avec la cryptologie, c'est vraiment important dans tout ce qui est la sécurité est vraiment assis sur ces propriétés-là qui viennent des mathématiques. Dans la présentation, finalement, je vais vous parler de 4 outils. Je vais vous parler du cryptage symétrique, du cryptage asymétrique, qui a 2 clés, au lieu d'avoir seulement qu'une clé, des signatures, encore 2 clés, et puis du hash, des empreintes numériques. Ça, je vais le marquer beaucoup de fois, hein, c'est que les clés privées, ça doit être protégé. Je vais le répéter, parce que c'est super important de s'en rappeler, puis ça a l'air facile, mais dans le concret, souvent, ça se fait oublier. Puis une affaire qui est importante de comprendre aussi, c'est que les clés publiques, les messages cryptés, puis même les algorithmes, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Si vous êtes en train de vous dire, ouais, faudrait que je protège mon algorithme parce que quelqu'un le voit, c'est un problème, c'est que vous ne faites pas la crypto comme du monde. Il y a un problème. Normalement, il faut que tout le monde puisse voir l'algorithme. Je vais rentrer plus tard dans chaque famille à quoi qu'ils servent. Là. Donc là, c'est ça. Je vais passer à travers les 4 familles. Je vais parler du cryptage symétrique en premier. Comme je disais, il y a une seule clé. Avec celui-là, on peut faire l'analogie d'une porte. Si j'ai une clé, je peux barrer la porte. Si j'ai la clé, je peux débarrer la porte. Donc, avec cette clé-là, il faut la protéger, si on ne veut pas que personne traverse la porte. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut la protéger tout le temps, cette clé-là. Si on essaie si on veut échanger avec quelqu'un d'autre, il faut lui donner la clé, puis là, aussitôt qu'on commence à donner la clé à quelqu'un, ça devient plus compliqué. Il y a plusieurs types de cryptage symétrique. Je n'entrerai pas dans les détails. Je vais vous donner un exemple ici, c'est du ECB. Au fond, c'est l'exemple de gauche, puis le CBC, c'est le bloc de droit.
Puis on voit que dans celui-là de CD, oui, c'est encrypté, mais on voit un certain pattern. Par contre, celui-là, il peut paralyser, il est plus rapide, celui-là droit, il est plus sécuritaire. Fait que ça, c'est des nuances comme ça qui sont, quand je pense que c'est important de comprendre. Puis dans chaque type d'outil, il y a plein de nuances. Sauf que faut connaître vraiment, je rentrerai pas dans tous les détails de chacun des algos. Là. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'avant de commencer à coder, il faut se poser des questions. C'est surtout là-dessus que je vais mettre l'emphase. Puis les propriétés finalement de la sécurité ici, c'est vraiment la confidentialité. Puis dépendamment de l'algorithme, ça peut être l'intégrité aussi. Juste en général, là, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, l'encryption, on a vraiment un texte, une clé, on met ça dans un algorithme, puis il sort une poutine qui est un texte encrypté. Puis quand on veut faire l'inverse, on met la poutine avec une clé, un algorithme, puis il sort le texte. Ça, c'est symétrique. On n'a pas besoin de rien d'autre. C'est que, pour être plus sérieux un peu, je suis allé chercher un algorithme, je suis allé chercher une clé qui est une clé de sécurité pas sécuritaire, un cell qui est poutine, je suis allé chercher un texte qui est soleil. J'ai utilisé un algorithme ici, Rinjadel 128, finalement qui est AES. Puis là, je vous ai montré qu'est-ce que ça donnait finalement une fois que c'était encrypté. J'ai le code aussi dans mon slide deck, mais j'ai caché le slide parce que c'est pas beau. Mais j'ai fait ça avec dans Chrome, finalement, JavaScript. Il y a un API pour faire de l'encryption qui est très pratique. Maintenant, on va parler de cryptage asymétrique. Cryptage asymétrique, il y a deux clés. Il y a une clé publique et une clé privée. À partir de ce moment-là, j'ai dit la porte ne marche plus. C'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est arrivé beaucoup qu'on dit des développeurs qui avaient l'analogie d'une porte avec une clé qui barre, qui rebarre, puis qui faisait de cryptage asymétrique, puis là, ça a causé des problèmes dans la compréhension. Parce qu'on a deux clés. On a une clé publique qu'on donne à tout le monde. Puis c'est pas grave, tout le monde peut l'avoir. Cette clé-là, elle sert juste à barrer la porte, par exemple. Parce qu'on a une privée qu'on garde pour soi, puis qui sert à débarrer la porte. Souvent aussi, c'est important de comprendre que c'est plus lent que le cryptage symétrique. Fait que, par exemple, dans le transfert HTTPS sur Internet, souvent, ce qui est fait, c'est il y a une négociation qui est faite de façon asymétrique. Puis ensuite, il s'échange une clé symétrique pour optimiser. Puis après ça, il se parle de façon symétrique, ça roule plus vite. Moi, c'est ce que je disais ici. Et puis, propriété de la sécurité encore, confidentialité, intégrité. Bon, sinon, c'est ce que j'avais là-dessus. Le hash. Le hash, c'est ça, c'est pas les hash browns, c'est pas le hash. C'est, plus spécifiquement, c'est les fonctions de hash cryptographiques sans clé. Je vais appeler ça le hash tout le long de la présentation. Et puis, le but du hash, c'est vraiment d'avoir une fonction qui est unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on le passe dans cette fonction-là, ce qui sort, le résultat, là, on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas partir de ce résultat par revenir au début. Donc, c'est très utile pour plusieurs choses. En particulier, pour protéger des mots de passe. Fait qu'au lieu d'enregistrer des mots de passe dans une base de données, on enregistre un hash. Fait que comme ça, il n'y a personne qui, s'il tombe sur la base de données, qui peut deviner les mots de passe des gens. Une autre chose aussi, c'est que c'est impossible de modifier le message sans changer le hash, en général. Donc, si vous changez un bit à quelque part dans votre message que vous hashez, à la fin, le hash va être très différent de ce qui était au début. C'est une des propriétés qu'on essaie d'avoir. Ensuite, c'est très improbable qu'il y ait deux messages qui aient le même hash, ce qu'on appelle une collision. On ne veut pas avoir ça non plus. Puis dans ce cas-là, vraiment la propriété, c'est de l'intégrité. Là, j'ai marqué une couple d'algorithmes populaires, MD5, SHA-1, 856. Signature cryptographique. La signature, c'est souvent les gens voient ça comme à l'inverse un peu du cryptage qui est asymétrique. Parce qu'on a une clé privée qu'on sert pour signer, qu'on donne notre signature à toute la planète, puis tout le monde peut prendre la clé publique puis vérifier la signature pour voir est-ce que c'est bien cette personne-là qui a signé. Donc, dans ce cas-là, les propriétés qu'on cherche, c'est l'authentification et la non-répudiation. La non-répudiation, c'est si, par exemple, je fais une transaction bancaire, je peux pas dire non, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que c'est ma signature qui est là. C'est moi qui l'ai signé. Fait qu'il y a personne. Je peux pas dire que je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça que je disais. Au fond, c'est peut être utilisé en combinaison avec un hash pour vérifier l'intégrité d'un message. Par exemple, on peut faire un email, on peut le hasher, puis après ça, le signer. Comme ça, ça devient, on peut pas renier le message. Je parlais aussi de ça, je disais que la signature, c'est un peu comme l'inverse du cryptage symétrique, mais il y a aussi le HMAC qui est plus la partie symétrique de la signature. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Juste donner des exemples un peu qui pourraient vous toucher un peu plus dans le concret. Par exemple, on va sur le site de Google, sur Chrome, on clique sur le petit canard, puis on regarde ce qui se passe là-dedans. On voit toute une série de lettres et de chiffres,
Puis au cas que vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est ces choses-là? La première série de lettres, c'est l'algorithme, au fond, asymétrique qui est utilisé. Puis le deuxième, c'est l'algorithme symétrique qui est utilisé pour faire votre communication. Je suis allé chercher un exemple du cégep, parce qu'on est au cégep. C'est le seul bout, je sais pas si c'est utile, mais c'est la seule affaire que j'ai trouvé qui était HTTPS. Puis là, vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres algorithmes là. Maintenant que je vous ai parlé des 4 familles, vous vous dites, ben c'est quand je prends quelle famille? Là, je vous en ai pas encore parlé de ça. Je vais en parler plus tard. Mais avant, mettons qu'on en a choisi une, puis qu'on décide d'aller de l'avant avec une certaine famille, on a fait notre choix. Il faut considérer certaines choses. Il faut se dire qu'en premier, c'est que les algorithmes, ils ont un temps de vie maximum. Puis il faut vraiment faire un choix là-dessus. Par exemple, si on choisit un algorithme, puis qu'on dit, ben moi, je vais garder mes données sécuritaires pendant 50 ans, c'est peut-être pas bon. Ça prend peut-être un algorithme différent. Ça peut être des clés plus longues ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment penser à nos requis avant de choisir un algorithme, choisir la longueur de clé. Puis ce qui est important de comprendre, c'est ça, c'est qu'à mesure qu'on avance dans le temps, vous connaissez la loi de Moore, les ordi sont de plus en plus puissants. Puis finalement, si quelqu'un a assez d'argent ou assez de puissance d'ordinateur ou assez longtemps, ben il peut briser n'importe quel algorithme. Par exemple, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui a brisé SHA-1, qui a trouvé une collision, puis au fond, c'est quelqu'un d'université, sauf qu'ils ont payé 100 000 $ cet ordinateur sur Amazon pendant une journée pour craquer ce qu'il voulait faire. Fait qu'un gouvernement, il peut sûrement se permettre ça. Ça dépend toujours aussi c'est qui votre adversaire. Si vous essayez de vous défendre du gouvernement ou vous défendre le petit Joe qui n'a pas 100 000 $, ben c'est différent le choix d'algorithme que vous allez faire parce que si vous prenez un algorithme plus solide, probablement qu'il va être plus coûteux en temps de calcul ou des choses comme ça. C'est un choix qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, je parlais de la longueur des clés. En général, dans la même famille, plus on a des clés qui sont longues, plus c'est solide. Donc, c'est un concept qui c'est vrai en général, sauf que il y a des exceptions. Faut regarder un peu. J'ai regardé entre autres AES 128. Mozilla préfère AES 128 à AES 256. Puis la raison pourquoi c'est ça, c'est que 256, il ajoute de la sécurité. Par contre, il n'ajoute pas assez selon eux. Mais en plus, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que 256 est un petit peu plus long. Ça permet de faire des types d'attaques qui appellent de timing, qui permettent de faufiler dans le temps puis de faire une attaque. Donc dans ce cas-là, c'est toujours une idée, il n'y a jamais c'est pas absolu finalement. Il y a comme beaucoup de compromis à faire dans des choses comme ça. D'où là encore, c'est super important de bien comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, de quoi vous voulez vous défendre. Ouais, donc là, je parlais de l'algorithme, mais maintenant qu'on a décidé une famille, on a choisi notre algorithme, bon, on est prêt à implémenter. Mais pas tout à fait. Parce que finalement, on peut assumer que les algorithmes vont être brisés un jour. Parce que si on regarde dans le passé, tous les algorithmes ont été brisés à un certain moment. Il faut pouvoir planifier ça. Il faut planifier que notre logiciel, un jour, il va falloir changer. Si on regarde notre logiciel plusieurs années, il va falloir changer l'algorithme. Puis quand il va falloir le faire, ça se peut qu'on aille à le faire vraiment rapidement. Si il y a quelqu'un qui est sorti sur Internet et dit « Ouais, j'ai tout pété », puis là, il faut que tout le monde change rapidement. Il faut que l'architecture de votre logiciel a été pensée pour ça. Et puis, c'est ça, il n'y a pas de recette magique. Et puis, c'est ça, c'est une note que je mettais aussi au-delà du choix d'algorithme. Stack Overflow, c'est bon en général quand on programme, là, mais pour la sécurité, là, il y a vraiment des trucs affreux sur Stack Overflow. Posez des questions des experts, puis assurez-vous de vraiment bien comprendre qu'est-ce que vous faites si vous avez à coder de l'encryption. Je parlais d'algorithme brisé. Je voulais vous présenter une ligne du temps d'un algorithme brisé parce qu'il y a des subtilités là-dedans. Donc là, je vais vous parler de RC4. RC4, c'est brisé, il ne faut plus l'utiliser. Ce qui est arrivé, c'est que ça a été designé en 1987, ça a été mis public en 1994. Donc, il y a eu un grand bout où ça a été secret. Cet algorithme-là, c'est je pense la NSA ou le gouvernement américain. En 1995, il y a déjà un biais qui a été trouvé, qui est un paper scientifique qui est sorti. Il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, je pense que si on fait tel truc, on peut rendre RC4 un peu plus faible. » De 2001 à 2005, là, il s'est mis à avoir beaucoup de biais qui sont mis à sortir. De plus en plus de biais, des techniques différentes d'approcher cet algorithme-là pour essayer de le casser. Après ça, il s'est mis à avoir des doutes. Jusqu'en 2007, il y a eu un premier biais qui a été prouvé. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a une différence entre trouver un biais théoriquement, puis le prouver que si on le met d'un ordi puis qu'on essaie de le casser avec une machine, que ça va marcher. C'est qu'il y a quelqu'un qui a prouvé un premier biais en 2007.
Mais encore là, les gens continuent à l'utiliser, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'en 2013, où il est arrivé quelque chose de drôle, parce que RC4, tout le monde a fait comme, OK, là c'est plus bon, là, parce que avec le biais qui avait été prouvé, plus la puissance de calcul qui avait augmenté, là, on est capable de briser RC4. Sauf que, il est arrivé des attaques comme Beast et Crime, qui ont fait que tous les autres algos, pendant un certain moment, une brève période de quelques mois, tous les autres algos étaient moins sécuritaires que lui, à cause d'un type d'attaque, puis les gens ne savaient pas grader le navigateur encore. Fait que, ensuite, les gens ont tous les nouveaux navigateurs ont tout intégré TLS, les nouvelles versions, les nouveaux algorithmes, puis après tout le monde dit bon, le RC4 c'est mort, on ne touche plus, là, c'est fini. Fait que c'est ça, le point là-dedans, c'est que des faiblesses théoriques, ça peut exister pendant des années avant qu'on déclare qu'un algorithme est brisé. Même si présentement vous voyez un article qui sort qui dit hey, j'ai trouvé une faiblesse sur un algorithme, ça peut prendre vraiment beaucoup d'années avant que ça soit brisé. Mais ça va venir un jour. Ça va venir. C'est ça, je parlais de mon nom. Une couple d'autres points de design importants. Je parlais d'HTTPS, c'est que c'est ça. C'est un bon exemple que nous, on a rencontré plusieurs fois là, récemment quand il sort un certain algo qui est brisé, mais là, il faut se dépêcher. Pour faire une rotation, il faut enlever cet algo-là, cette encryption sur tous nos serveurs partout. Il faut être capable de changer rapidement. Puis, par exemple, c'est quelque chose de niaiseux, c'est que Windows Server, par exemple, il faut le redémarrer quand on change la liste des ciphers. Puis là, si vous avez des besoins, des requis de disponibilité, ben là, il faut avoir planifié ça. Il faut avoir un plan pour dire, ben là, si demain, il faut changer nos serveurs, ben là, il faut planifier, il faut se dire, ben là, il faut avoir au moins 2 serveurs pour en fermer un pendant que l'autre reboot, puis pas que ce soit à terre. Puis, par exemple, je parlais du hash des mots de passe. Souvent, ce qui se passe, les gens vont dire, bon, je vais prendre un hash, je vais hasher mes mots de passe, ça va être sécuritaire, c'est merveilleux. Puis là, finalement, il se passe une année ou deux, puis 3, puis là, là, finalement, c'est plus sécuritaire, parce que, entre autres, les gens utilisaient MD5 avant, MD5, là, faut plus l'utiliser, c'est brisé. Fait que là, il faut qu'il y ait une stratégie pour dire, ouais, là, faudrait être capable de changer d'algorithme de hash, mais les gens sont pognés, ils ont toute une base de données de mots de passe hachés en MD5, puis là, faut qu'ils changent ça. Et là, ils veulent pas demander à tout le monde de resetter l'autre mot de passe, quelque chose comme ça, que ça devient difficile. Il y a des patterns pour planifier ça. Danger. Ça, c'est une quote que j'ai vraiment aimée. Au fond, c'est Adam Shostak qui parlait d'encryption, puis il expliquait que il dit, l'encryption, c'est vraiment une science qui existe en mathématiques depuis des années, depuis des centaines d'années, contrairement à l'informatique. Fait que chaque fois qu'il y a un dude qui se dit moi je m'en vais inventer un algo, puis qui met ça sur Internet, puis les mathématiciens ils arrivent là-dedans, puis ils disent c'est comme une chainsaw d'un chaton, parce qu'il dit les mathématiciens, ça fait des centaines d'années qu'ils développent des outils pour détruire des algorithmes. Fait que quand il y a quelqu'un qui se dit qui se lance, puis qui sans trop savoir, ben il se fait ramasser. Fait que mon point c'est vraiment là, si à quelque part vous dites moi je pense que je suis capable d'inventer un algorithme et que vous n'êtes pas en train de faire un doctorat en maths, là, c'est arrêtez, il y a un problème là. C'est vraiment important de comprendre ça. Juste un petit résumé. Donc, qu'est-ce qui sont les causes les plus fréquentes de problèmes que nous on voit? La mauvaise configuration de la librairie utilisée. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes en train de coder votre algo, là, il y a un problème. Utilisez une librairie de quelqu'un d'autre. Et si vous utilisez une librairie, par exemple, de .NET, de Java, quelque chose comme ça, assurez-vous que vous savez comment la configurer comme il faut. Faites pas juste genre, je l'importe, je fais quelque chose, puis c'est correct, c'est encrypté. Non, il y a plein de subtilités dans ces algorithmes-là qui dépendent de votre contexte particulier. Il faut vraiment bien comprendre. Mauvais choix d'algorithme, bon, ça j'en ai parlé un peu. Mauvais design qui fait qu'on peut pas améliorer de façon continue. Donc, si vous choisissez un algorithme, puis le lendemain il est brisé, ben là, faut le changer. Puis, s'il faut que vous mettiez tous vos systèmes à terre pour le faire, ben ça peut être coûteux si vous n'avez pas une façon de changer dynamiquement. Un autre détail, c'est confusion entre encoding puis encrypting. Souvent, l'encryption, ça prend un algorithme, ça prend une clé. Tandis que l'encodage, c'est quelque chose comme, par exemple, base 64 ou un encodage URL. Un encodage, il n'y a pas de clé. Tout le monde peut faire l'opération d'un sens, l'opération dans l'autre sens, sans problème. Puis ça arrive des fois qu'on a vu des gens qui se mêlaient, qui disaient ouais, c'est encrypté, mais c'est un format comme base 64 ou c'est juste un changement de format. Puis on a caché la valeur, mais la valeur n'est pas secrète à personne. Tout le monde peut faire l'inverse de cette opération-là. Puis finalement, une autre chose, c'est la méthode de génération de nombres aléatoires pas assez forte. Ça, j'en ai pas parlé, mais souvent, ça vient avec la librairie que vous utilisez si vous faites un bon choix. Donc, un beau burger pourri pour vous rappeler que les algorithmes, ça passe date.
Je vais revenir sur des histoires de burgers plus tard, j'aime bien ça. Surtout qu'on ne disait pas manger. Là. Ouais, c'est ça, choisir les familles, connaître les sous-requis, vous fiez à des bonnes librairies. Et puis, c'est ça. Donc, fin de la première partie. On va à la deuxième partie. Gestion des clés et certificats. Donc, je vais vous parler, juste une petite intro, faire un petit scénario d'échange des courriels encryptés. Ensuite, je vais vous parler encore de clés privées. Je vais vous parler de Public Key Infrastructure, des PKI. Puis ensuite, je vais vous parler d'erreurs fréquentes dans la manipulation de clés et de certificats. Encore là, rappelez-vous, c'est toutes des choses que nous autres, on a vu dans le concret, puis on a fait cette présentation-là parce que notre CEO criait, puis il a dit on va mettre du monde à la porte parce qu'il y a eu un leak de certificats, puis il a fait pourquoi ça s'est passé de même, tu sais, allez voir les développeurs, puis dites-leur, tu sais. Fait que là, vous allez le voir, fait que faites-le pas, tu sais, il faut vous mettre à la porte une autre fois, je suis quand même allé travailler. Ouais, une petite motivation, je voulais me trouver une excuse, mais ce slide-là, je trouvais ça le fun. Au fond, on parle souvent en sécurité de défense en profondeur, tu sais, qu'il faut mettre plusieurs couches, puis l'idée que j'avais ici, c'est que même si, dans la première partie, vous avez choisi votre famille, puis vous avez choisi le meilleur algo du monde, tu sais, vous êtes super fiers, vous avez un code parfait, mais que la personne ou vous qui manipulez les certificats faites une mauvaise job, vous êtes en danger. Parce que finalement, si quelqu'un se retrouve avec votre clé, vous allez beau avoir le meilleur algorithme du monde, vous êtes fini. Donc, un petit scénario, Alice et Bob échangent des courriels, on va dire PGP, puis ils veulent faire du cryptage. Au fond, dans ce scénario-là, j'ai marqué symétrique, là, mais c'est pas symétrique, c'est pour ça que je suis perturbé, c'est asymétrique. Dans ce scénario-là, ce qui se passe, c'est qu'Alice et Bob, ils veulent se parler. Ils veulent s'envoyer des emails. Ils veulent s'envoyer des emails, mais ils veulent pas que personne d'autre les écoute. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'envoyer chacun leur clé publique. Et puis chacun avec leur... Bob va envoyer un hello à Alice. Ce qu'il va faire, il va prendre hello. Il va l'encrypter avec les clés publiques d'Alice. Il va y envoyer de la poutine. Alice va prendre ça, on va l'écrypter, puis elle va recevoir hello. Puis elle va être contente. Bob me dit hello, tu sais. Puis, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tout le monde, Alice et Bob, leur clé publique là, est partout. Et sur des sites web, c'est pas grave. Tout le monde peut la prendre. Sauf que ce que Bob veut pas, il veut pas que personne d'autre qu'Alice voit son email. C'est pour ça qu'il va l'encrypter. Donc, si Alice, elle protège bien sa clé, il n'y a personne qui va être capable de lire le hello de Bob. Et puis, s'il y a deux personnes qui se parlent, ça prend deux personnes qui ont chacun les clés de chaque, respectivement. Il faut chacun qui protège leur clé publique, le clé privée. Il y a deux sets de clés dans cet exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a deux clés privées et deux clés publiques d'impliquer. Chacun pour une paire pour Bob et une paire pour Alice. C'est ce que je disais au fond dans le bas. Là. Donc, Bob, on va prendre un pas arrière. C'est que donc Bob, il a la clé d'Alice, puis il dit bon, je vais encrypter le message d'Alice. Là, il a la clé, puis il dit cette clé-là, tu valides, tu sais. J'ai pris cette clé-là d'Alice sur un site web, là, parce que Alice me dit que c'est là, mais j'ai-tu confiance en cette clé-là? Je peux-tu vraiment encrypter mon message avec Alice, puis il y a juste Alice qui va le pogner, ou bien il peut y avoir quelqu'un qui se fait passer par Alice qui me donne cette clé-là? En premier, il peut faire certaines choses dépendant de quelle forme est cette clé-là, souvent c'est dans les certificats. Il peut faire des validations. Il peut regarder, par exemple, s'il y a une date d'expiration. Si le nom il correspond bien, si c'est pas marqué Alice dans la clé, il va dire oups, il y a peut-être un problème. Puis aussi, si la fonction est correcte, si une clé qui est vraiment utilisée pour signer des emails ou encrypter des emails, ou finalement c'est une clé pour un serveur web. Donc, il peut faire une couple de validations qui sont intrinsèques avec ce qu'il y a dans le certificat. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Comment il peut faire pour avoir confiance en cette clé-là, pour savoir vraiment vient-tu d'Alice, tu sais? Il y a différentes façons d'établir une confiance. Il peut avoir une confiance qui est directe, c'est-à-dire qu'il connaît Alice, on donne une clé USB, puis là, il la connaît, il est correct. Ce qu'il peut faire, mais s'il fait quelque chose comme ça, c'est ça prend comme un canal qui est sécurisé, qui est distinct, où ils vont se donner la clé. Si, mettons, vous êtes un développeur, un exemple que nous on fait, c'est on va se donner un self-signed certificate, là, parce qu'on se connaît, puis parce qu'on fait du développement ensemble, puis là, on va le mettre dans notre trusted root dans Windows, puis là, on est correct. C'est un exemple qu'on va voir en développement. Il peut avoir une confiance qui est hiérarchique, ça, je vais revenir avec ça plus tard, c'est vraiment où il y a une autorité de certification avec une chaîne. Puis après ça, on peut avoir des réseaux de confiance. C'est souvent donné,
il y avait ça, comme c'était populaire, les gens avaient des clés puis des clés, puis ils signaient leurs clés mutuellement. Fait que si moi je connais Patrick, puis Patrick a signé la clé de Franck, mais là, moi, ça fait que quand je vois la clé de Franck qui a été signée par Patrick, je me dis, moi, je trosse Patrick en faisant une chaîne comme ça de personnes qui se connaissent, ben, je trosse Franck aussi, sa clé. C'est toutes ces affaires-là, des fois, ça peut être compliqué. Fait que je vais revenir plus tard sur des façons de simplifier ça. Encore là, des clés privées, c'est precious. C'est vraiment, là, je la redis. Faut jamais que ce soit public. Même temporairement, tu sais, mettons qu'on dit, je vais te la mettre sur un site web, pogne-la, puis je vais l'enlever après, tu sais. Ça marche pas, ça. Pas s'envoyer par courriel, par email. Non, c'est ça. Même si on met un mot de passe, tu sais, des fois, tu sais, des fois, les formats de clés, ils ont des mots de passe dessus, tu sais, fait que c'est correct, je mets un mot de passe, mais tu sais, c'est pas bon, tu sais, ça marche pas. Parce que, puis aussi, une affaire, c'est que la définition de qu'est-ce qui est public puis qu'est-ce qui est privé, là, ça varie, tu sais, des fois, là, les gens à qui il faut pas que tu donnes ta clé privée, ça inclut ton collègue ou tes amis ou whatever, ça dépend beaucoup. Qu'est-ce qui peut se passer dans le scénario qu'on avait tantôt si Alice elle perd sa clé privée, elle fait un leak? Au fond, c'est que n'importe qui peut écouter leur conversation. Avec ça, c'est quelque chose que Bob veut pas s'il a encrypté la communication. Après ça, il y a quelqu'un qui peut se faire passer pour Alice. Quelqu'un peut répondre à Bob et dire tu sais, va chier Bob, puis là, il va faire voyons Alice, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça marche pas. Après ça, dans d'autres contextes, par exemple, dans le cas d'HTTPS, si vous allez sur un site web de votre banque, aussi c'est une clé privée, par exemple, utilisée pour encrypter des jetons d'authentification sur un site où il faut s'authentifier, par exemple, ben là, quelqu'un peut voler votre information, décrypter votre trafic HTTPS, quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou peut faire toutes sortes d'attaques qu'on veut pas. Donc, à revenir à ce que je disais, c'est changer des clés manuellement entre Alice et Bob, tu sais, c'est compliqué. Tu sais, c'est pas donner une clé USB, si on est sur Internet à des kilomètres de distance, on veut pas faire ça. Fait que là, Bob, il dit, y a-t-il une façon qu'on pourrait se donner nos clés plus facilement, puis qu'on pourrait avoir confiance pareil, puis j'aurais confiance, par exemple, si je vais sur un site web, je me connecte sur le site de Desjardins, c'est vraiment le site de Desjardins. Fait que toutes ces questions-là, ils se répondent par oui, c'est ce qu'on appelle les infrastructures de clés publiques, c'est le PKI, de ce que j'ai parlé tantôt. Fait que dans ce modèle-là, c'est vraiment un modèle qui fait que HTTP fonctionne, puis que tout ce qui est sécuritaire sur le web fonctionne. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des Certificate Authority. Certificate Authority, c'est des entités, des serveurs qui, eux, vont avoir, c'est des CA, ce qu'on appelle. Et puis, eux, tous nos ordinateurs vont les truster, en général, ou les navigateurs. Les navigateurs, ils ont un genre d'empreinte qui dit, moi, je connais tous ces CA-là, il y en a plusieurs sur le web. Fait que si je vois, par exemple, je vais sur un site web, par exemple, du Cégep, puis je vois Omniture, je pense que .cégep, ce certificat-là qui me dit HTTPS, lui, il a été signé par un autre certificat, qui a été signé par un autre certificat, qui a été signé par un autre certificat, puis finalement, en haut complètement de cette chaîne de signature-là, il y a un CA, tout le temps. Donc, ce qui se passe, c'est que comme on trosse le CA, on trosse les certificats qui ont été signés en dessous, puis en dessous, puis en dessous, puis on se ramasse qu'on peut avoir confiance que le certificat qu'on est en train de regarder, puis qu'on est en train d'évaluer, qui est vraiment trustable, puis qui vient bien de la bonne personne. Ouais. Puis là, j'en revenais à l'exemple du Cégep, là, c'est Omnivox. Fait que c'est ça. Si vous ouvrez le petit canal dans Chrome, puis vous allez voir les informations du certificat, puis vous allez regarder la chaîne du certificat, vous allez voir qu'il y a étoile.omnivox.ca, qui a été signé par DigiCert SHA-2 sur CIA, puis qui a été signé par le CA DigiCert. Puis ensuite, si vous regardez dans le Trusted Root de votre ordinateur, dans Windows, par défaut, il vient plein de certificats de CA, puis vous allez voir qu'il est là. Puis que celui-là, il est bon jusqu'en 2031. Fait que comme vous avez ça dans votre ordinateur, dans Windows, vous trustez cette chaîne-là, puis vous savez comme Omnivox, vous parlez bien à la bonne personne. Ouais. C'est pourquoi pour être en test? Ça prend, pour que les gens te trustent, il y a eu, quand je faisais, surtout au début d'Internet, il y avait plusieurs personnes qui sont dit, moi je suis un CA avec Windows, puis tu mets ton certificat dans Windows, puis ou dans ton navigateur, par exemple, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Puis des fois, c'était pas très bon. Par exemple, fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Ça prend une compagnie qui se déclare CA. Je connais pas le processus standard, mais je sais que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y en a eu qui se sont déclarés, puis finalement que c'était pas nécessairement très bon. Là. Il y en a eu, par exemple, un Chinois qui a été enlevé de Google récemment parce que, on s'est aperçu que la Chine utilisait
ce CA-là pour générer des faux certificats pour après ça faire des attaques de médias à des gens qui allaient sur leur site web, des choses comme ça. C'est quand même être sérieux. T'sais. Puis souvent, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs chaînes, c'est que lui, là, le premier certificat, souvent, il est d'une clé USB, d'un coffre-fort, embarré d'un banqueur, c'est pour vraiment être certain. Puis celui-là, ils l'ont sorti une fois pour signer 2-3 autres, ce qu'on appelle des CA intermédiaires. Puis après ça, ils l'ont recaché là-dedans. Puis après ça, les CA intermédiaires, ben là, ils sont partis. Puis là, eux autres, ils peuvent l'utiliser plus fréquemment. Puis s'ils perdent, ben, ils peuvent les révoquer. Ma question, c'est quelle institution gère l'attribution des CA? Ben, par exemple, le gouvernement chinois, c'est ça, le CA. Ouais. Ben, je pense pas qu'il y a une institution centrale. Je pense que c'est quelqu'un se déclare un CA, puis le Windows peut dire, ah ben, lui, je vais le prendre. Puis Chrome peut dire, ben, moi, je le prends pas. Puis c'est ça. Des fois, il y a des différences entre ce que le système d'exploitation Windows va accepter comme CA, dépendamment de qui il trace. Chrome va en tracer d'autres, Mozilla va en tracer d'autres, mais que la liste va varier un peu. Là. Tu pourrais faire ton propre CA, c'est de trouver que qui va vouloir signer te truster. C'est ça. Que probablement, si une organisation aurait à faire, il va y avoir peut-être des enquêtes, pas des enquêtes, mais des audits préfets pour comment tu gères tes affaires. Puis, ok, finalement, tu as l'air à faire ça pas pire. Sérieux, tu as pris des mesures. Bon, ben, je vais appuyer, maintenant. Sinon, il y a une communauté Internet, justement. Il faut croire que Internet est libre de gouvernement américain là-dedans, et il y a des communautés européennes là-dedans. C'est pas mieux, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de loi internationale. Je pense pas. Mais tu sais, comme nous, on en a un. Il y a des lois, je pense, internationales qui existent pour encadrer une partie, mais n'importe qui pourrait se créer un CA. C'est simplement qu'il n'y aurait pas de trust. Dans le sens que pour que le browser truste le CA, ben, il faut qu'il soit incorporé soit dans le browser ou c'est toi qui l'ajoute. Deux exemples, tu sais, je sais que je sais que moi j'avais un Android d'une version 2.2.3, je sais que quand j'allais sur des sites, il y avait toute une série de CA qu'il n'y avait pas mis d'Android à ce moment-là. Fait que j'allais sur des sites, puis là, ils refusaient, ils paniquaient, ils disaient non, c'est un site pas sécuritaire, mais je sais que c'est un site sécuritaire, juste que à ce moment-là, Android n'avait pas accepté ces CA-là. Puis comme mettons Bentley, nous autres, on en a un CA, puis on a des CA intermédiaires, puis ce qu'on fait, c'est à l'interne, toutes nos machines tracent ces CA-là. Fait quand on a à s'émettre des certificats pour de l'encryption à l'interne, bien, ça va être notre CA qui va les émettre. Fait que nous, toutes nos machines se tracent, puis on peut toutes fonctionner à l'interne parce qu'on a une chaîne de confiance pour ce CA-là. Fait que ça a une fonction, mais au lieu d'être global, c'est pour l'organisation qu'on s'en sert. Fait que là, j'ai mis une version, mais vraiment simplifiée, là, de comment manipuler des clés ou des certificats privés. Fait que, par exemple, on décidait, bon, je me cherche un site web, puis là, je veux avoir ma clé privée, fait que je m'en vais caller du G-Cert ou quelqu'un d'autre, puis j'achète une clé. Fait que là, il te donne une clé. Puis là, tu l'as, on l'a acheté, qu'est-ce qu'on fait avec? En premier, il faut pas la mettre dans le plus bas. Il faut la mettre quelque part de sécurisé, on va dire une voûte informatique, quelque chose. C'est possible pour les isoler, si on en a plusieurs dans la voûte, pour avoir chacun soit séparé individuellement, avoir des protections secondaires, pas juste avoir un mot de passe sur la voûte, puis ensuite ils sont toutes là. Puis quand c'est nécessaire, des déplacer puis des copier d'une place à l'autre, il faut vraiment le faire de façon sécuritaire. Oui, il faut le mettre le mot de passe. C'est pas inutile de mettre un mot de passe dessus si on peut. Si on peut avoir une clé USB sécurisée, si on peut, faut le transférer d'une machine à l'autre par des canaux encryptés si possible. Mais il faut pas l'envoyer par email. Faut pas le mettre sur des espaces réseau partagés. Il faut pas le mettre sur Dropbox pour le passer plus facilement d'une machine à l'autre. Faut pas faire ça. Puis quand on installe la clé au certificat dans l'autre machine, c'est possible. Je sais qu'en Windows, on peut faire ça. Dans les key stores de Java, on peut faire ça aussi. On peut mettre à off, par exemple, l'exportation du certificat. C'est qu'une fois qu'il est dans le store, on peut plus le sortir. On peut l'utiliser, mais on peut plus l'exporter d'une façon qui va faire qu'on peut se sauver avec et aller l'installer facilement. Après ça aussi, si on le met, mettons que si c'est une clé, par exemple, au lieu d'être un certificat, on peut essayer de l'encrypter quand il est dans un fichier de configuration quelque part ou des choses comme ça pour être vraiment certain que personne ne peut accéder à cette clé privée-là. Puis ça c'est une version super simplifiée. Il y a un standard là, sur je savais même pas, j'ai tombé là-dessus, sur la façon comment bien manipuler des clés et des certificats pour faire respecter des normes. Et là, je vais vous parler de quelque chose que je vous ai parlé de burger tantôt. La chaîne de fraîcheur et des aliments. Donc, quand on a un certificat comme ça ou une clé, c'est un peu comme la chaîne de fraîcheur des aliments ou des chaînes de preuves pour la police. Donc, si on starte avec une boulette dans une usine, puis
qu'on se rend jusqu'à la boulette dans mon assiette. Faut pas qu'il y ait nulle part là-dedans que finalement le gars qui chauffait le truck, il a mis le parquet à 40 au soleil puis il est parti 1 heure, tu sais. Faut jamais qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit arrivé, sinon on considère que la bouffe est rendue impropre à la consommation. Même chose pour les preuves pour la police. Tu sais, si la police ramasse une preuve dans son petit sac de plastique, puis là, il y a donné à son beau-frère qui s'en va avec en char quelque part, puis il se perd, puis tu sais, finalement, ça revient en cours. Ça sera pas ça. Faut tout le temps que ce soit une police ou des gens qui ont été désignés par la police pour que la preuve soit toujours tout le temps protégée. Si on sort de cette chaîne-là, la preuve est plus recevable. C'est la même chose avec les certificats. Quand on achète un certificat puis qu'on veut l'installer dans un serveur quelque part, toute la chaîne entre le moment où je l'ai acheté puis je m'en vais le mettre dans le serveur, faut vraiment être certain que toutes les sécuritaires l'attendent puis que le certificat n'a jamais été à nulle part ailleurs. Puis une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que contrairement à la nourriture, là, mais mon burger, tu sais, le certificat, là, contrairement à un burger, c'est qu'on peut le copier, c'est que c'est le fun. Puis le problème, c'est que si il y a, imaginez-vous, on copie ma boulette, là, puis là, il y en a une, je mets au soleil, puis l'autre, je la mets au frigidaire, là, le frigidaire a pourri, tu sais, parce qu'il y en a une au soleil. Mais l'affaire avec les clés, c'est ça qui va se passer. Je peux copier 40 fois ma clé, je n'en prends rien qu'une qui est leakée quelque part pour que toutes les autres soient plus bonnes. Fait que c'est vraiment important de s'assurer de bien les manipuler, mais qu'ils soient tous bien manipulés. Puis ça peut causer un problème si, par exemple, il faut mettre la clé dans plusieurs serveurs. Dans ça là, il faut penser à essayer de minimiser la réutilisation des clés pour comme ça, isoler les problèmes. Fait que pour continuer avec mon histoire de burger, est-ce que vous mangeriez ce burger-là? Un burger qui traîne la terre dans les toilettes? Si vous ne mangez pas un burger comme ça, il y a une raison. Puis c'est pour la même raison qu'il ne faudrait pas que vous utilisiez un certificat qui traîne dans genre Share 10, nous autres, une place devant, puis tout le monde va domper des fichiers là-dedans par rapport. Puis des fois, il y a un certificat qui apparaît là-dedans, on le moniteur, là. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit ouais, je vais mettre un certificat privé là, puis quelqu'un d'autre va le prendre. C'est un truc super ouvert, là. C'est que quand on trouve un certificat là, c'est équivalent à prendre un burger à terre et faire hey, tu sais, puis genre, tu te poses même pas de question, c'est qui le gars de l'autre bord, là. C'est vraiment important de bien comprendre ça, de cette analogie-là. Continue un peu ici sur le PKI, puis c'est quelque chose qui s'appelle la séparation des privilèges. Il y a plusieurs certifications qui demandent ce qu'on appelle une séparation des privilèges dans les environnements élevés. Ça veut dire que les gens qui ont accès, par exemple, à la production, aux serveurs en production, ne sont pas les mêmes gens qui ont accès au code en développement. Pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui puisse dire je vais pousser quelque chose de malicieux dans le code, je vais le pousser en production, puis personne ne va jamais le savoir, puis je vais effacer les logs. Ça prend plusieurs personnes tout le temps dans une chaîne où ils se donnent chacun un paquet, puis chacun le donne à l'autre, pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui peut avoir le contrôle de toute la chaîne. Et puis quelque chose qui est super important là-dedans, c'est que les administrateurs, au fond, eux, les IT, ils ont le droit d'avoir les clés privées, mais les développeurs n'ont jamais le droit d'avoir les clés privées dans les environnements élevés comme production, par exemple. Ils peuvent les avoir en développement, là, mais niveau élevé, il ne faut pas. Donc si en tant que développeur ou en tant que, peu importe dans votre situation, vous trouvez que vous avez des clés privées dans vos mains, vous faites ah, cool, une clé privée. Vous faites ouais, mais je suis pas supposé l'avoir. Donc si vous n'êtes pas supposé l'avoir, il y a probablement quelqu'un d'autre qui n'est pas supposé l'avoir. Il faut le déclarer, il faut le dire, il faut faire quelque chose, il faut changer ces certificats-là, ils sont plus bons. Ils ont touché au sol, puis dans cet exemple-là, vous êtes le plancher sale. Fait que si vous avez reçu un burger, vous faites fait que là, vous dites au gars, mets ça aux poubelles, arrête de le manger. Faut faire ça. C'est super important. Je vais parler d'une couple de ce que j'appelle des red flags, d'autres choses comme ça. Si vous trouvez une clé privée ou un certificat privé dans, mettons, un SharePoint, Yammer, qui est un réseau social, dans ShareTemp ou n'importe quel autre endroit privé, dans le public, plutôt, faut le déclarer, faut le dire, parce que faut le dire au plus vite pour que les gens puissent faire une rotation de cette clé-là, puis dire bon, elle est plus bonne, on la considère comme passe et date, puis on y touche plus. Puis ça, je n'avais parlé tantôt, c'est avec les fichiers protégés par les mots de passe, ils peuvent être craqués, hein. C'est vraiment une protection secondaire. Si par exemple quelqu'un le met à un endroit public, puis quelqu'un de malicieux le ramasse, là, il ne peut pas l'utiliser tout de suite, il faut qu'il craque le mot de passe avant. Ça vous donne un petit peu de temps pour faire la rotation des clés, des choses comme ça. Là, j'avais un exemple Bentley, je ne l'ai pas apporté, là, mais si on avait une clé privée, puis le mot de passe c'était Bentley, c'est que je montrais qu'on pouvait le brute forcer, ça prenait 7 minutes à peu près, là, c'est rapidement, avec 7 minutes pour faire des rotations de certificats, c'est pas très long, là. Juste une idée de c'est quoi les formats standards pour des clés asymétriques, parce que comme ça, si vous connaissez ça, quand vous allez en voir à quelque part, vous allez pouvoir dire hey, c'est pas supposé être là. Avec les formats x609 là, qui souvent c'est des .cer. Après ça, il y a ce qu'on appelle
finalement, c'est comme des packages PFX ou des P12 qui vont avoir une clé privée, souvent qui est encapsulée avec une clé publique. Il y a d'autres sortes d'extensions que j'ai mis dans le bas. Vous pouvez regarder ça plus tard peut-être, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des choses, maintenant, si vous voyez quelque chose dans un fichier texte, qui c'est marqué Begin Certificate, puis en ça, il y a du garbage, puis c'est fini End Certificate, il y a une bonne chance que vous n'êtes pas supposé de voir ça non plus. D'autres red flags, ça c'est un exemple Bentley qui a été corrigé, je vous l'ai apporté. C'est des gens qui vont prendre une clé puis qui vont la mettre dans le code, dans une string fixe, dans un DLL à quelque part. Souvent, tous les gens qui sont capables de faire du reverse engineering vont ouvrir le DLL puis ils vont le trouver facilement. Dans cet exemple-là, moi j'ai ouvert le DLL, je l'ai décompilé, j'ai fait une recherche pour crypto, pour encrypt puis pour password. Fait que je l'ai trouvé 4 fois ce mot de passe, cette clé-là. Finalement, si vous avez remarqué, c'est difficile à voir, mais c'est un petit bonhomme content. Fait que le gars qui a fait ça, il était super fier de lui. Il s'est dit, je m'en vais mettre une clé, puis ça va être un petit bonhomme content. Fait que, puis il a mis ça dans son DLL. Fait que les problèmes avec quand on met quelque chose dans un DLL, c'est que c'est facile à trouver. Finalement, un DLL, c'est un endroit public. Vous pouvez pas mettre une clé privée là-dedans. C'est difficile de faire une rotation. Une fois que le DLL il est parti dans le public, puis vous dites, bon, il faut faire un update, c'est pas plaisant. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est le même pour tout le monde. Normalement, si vous avez différents serveurs, vous allez avoir des certificats différents, des clés différentes, parce que quand un client encrypte quelque chose, vous voulez pas que l'autre client puisse être capable de le décrypter. Hein. C'est le but de l'encryption, c'est que faut pas que les gens soient capables de décrypter mutuellement. Puis la façon de faire, normalement, c'est ça, c'est de générer une clé, mettons, à l'installation du logiciel ou quelque chose comme ça pour régler ce problème-là. Ouais, c'est ça, les formats. J'en ai parlé un peu tantôt. Bon, c'est skipper. Il y a aussi, celle-là, je n'en ai pas parlé tantôt, la façon plus XML de faire le format. Il y a un standard W3C, puis il y a un standard de Microsoft qui ressemble. Là. Fait que ça, c'est des CWA associés avec le key management. On va skipper ça. Donc, sommaire de la deuxième partie. Les clés des certificats privés, c'est bon. Vous comprenez que c'est nécessaire pour l'encryptage. C'est vraiment une partie cruciale de ça. Fait que même si vous avez défini votre algorithme, vous êtes super confiant de votre algorithme, de la longueur de votre clé, tout ça, mais s'il y a quelqu'un qui se promène avec un burger et qui le met partout à terre, là, ben, ça sert à rien d'avoir le plus bas algo. Il faut avoir aussi cette partie-là de la chaîne pour que ça soit sécuritaire. Puis aussi, la dernière chose, c'est peu importe dans la situation que vous êtes, là, si vous voyez des red flags, vous voyez des clés privées qui se rendent à quelque part, il faut le rapporter. Hein. J'ai mis une couple de références. Un qui est très cool, c'est keylens.com. C'est un site où vous pouvez dire moi, je vais être, mettons, respecter telle norme, puis je veux que mes données survivent tant d'années. Puis ils vont te dire, ben, dans ce cas-là, choisis tel algo, telle longueur de clé. Fait que c'est super pratique comme site web. Hein. De toute façon, les slides vont être sur le site de l'OWASP. Donc, on arrive déjà à la troisième partie. Je sais pas en temps. Je suis pas pire. Je suis pas pire dans le temps. Troisième partie, c'est vraiment tout un tas de bons et mauvais exemples que je vais vous parler. Qui est comme une suite finalement des autres exemples que j'ai déjà parlé. Intro, ouais, je parle un peu de menace, parce que je vais skipper. Donc, menace et agent. Je n'ai parlé un peu tantôt, plus brièvement, là, je vais remettre le focus là-dessus. Avant de commencer à coder, il faut comprendre c'est quoi vous faites. C'est quoi le but? Pourquoi vous utilisez l'encryption? Est-ce que c'est pour le fun? Est-ce que c'est parce que c'est cool? Ou bien c'est parce que vous avez un but? T'sais? Puis le but, normalement, c'est que vous essayez de vous défendre d'une certaine menace puis d'un certain agent. Fait que si vous essayez de défendre du petit gars avec un slingshot ou du Terminator, vous ne ferez pas la même chose. Vous ne dépenserez pas la même quantité d'argent pour vous défendre de cette menace-là et de ces agents-là. Puis il faut y penser parce que si vous êtes en train de défendre contre un Terminator puis votre ennemi c'est le petit gars, mais là, ça marche pas parce que là, vous payez vraiment beaucoup d'argent puis de temps de développement puis aussi de performance. Votre logiciel va être plus lent s'il encrypte à mort tout ce qu'il fait pour vous défendre, mais que finalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Il aurait pu se faire du petit gars. Terminator, c'est puis l'autre chose aussi, c'est que, je le dis, il n'y a pas de recette. Il y a pas, je peux pas vous dire, faites tout le temps ça, ça va bien marcher. T'sais. Chaque contexte a plusieurs subtilités, puis il faut en tenir compte. Puis je vais vous donner une couple d'exemples plus tard de subtilités, par exemple. Donc je vais utiliser une couple d'exemples par rapport au cryptage de fichiers de configuration. Fait que, par exemple, on a un serveur web, puis il y a tout un fichier de configuration avec plusieurs paramètres pour le serveur web ou pour le site web. On peut avoir aussi des fichiers de configuration pour un logiciel, par exemple un logiciel desktop, puis il y a des fichiers de config avec ton mot de passe ou des choses comme ça dedans. Mais quand on a des fichiers de configuration, souvent il y a des données sensibles dedans, presque tout le temps. Parce que c'est mieux de les mettre là que de les mettre dans le DLL.
Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est les propriétés de sécurité qu'on a là, c'est on veut la confidentialité, on veut les protéger. Mais là, il y a plusieurs agents puis plusieurs menaces qu'on peut essayer de vouloir se défendre. Puis il y a certaines limitations aussi qu'il faut vraiment bien comprendre, là, parce que même si on encrypte quelque chose, par exemple, quand on encrypte mon mot de passe, personne ne va trouver mon mot de passe jamais. Et l'affaire, c'est qu'il faut que je l'utilise dans mon mot de passe. Et quand je le décrypte, je load en mémoire, je l'envoie sur le réseau. Fait qu'à tous ces moments-là, il y a des gens qui peuvent le pogner, mon mot de passe. Après, même s'il est encrypté. C'est important de comprendre cette limitation-là. Il n'est pas invincible, le mot de passe. Il est protégé de façon statique quand il est sur le disque dur, mais si je le mets en mémoire, je l'envoie dans le réseau, c'est plus pareil. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer un bon exemple, scriptage de configuration du côté d'un client, par exemple. Donc, dans ce cas-là, mes menaces, mes agents, c'est je veux protéger le mot de passe d'un utilisateur qui a puis je veux le protéger contre les autres utilisateurs non admin dans la même machine. Tu sais, quand je dis qu'il y a des subtilités, c'est parce que dans ce cas-là, contre les admins, ça marche pas. Ça marche contre les non-admins. Fait que si vous voulez vous défendre d'un admin, c'est différent. Et puis là, qu'est-ce que j'ai choisi comme mécanisme de sécurité dans ce cas-là? C'est le DPAPI. C'est un API de Microsoft. Il a en .NET ou en C++ pour pouvoir protéger des données avec une clé. Parce que quand on se log dans une machine Microsoft, la machine a une clé, puis chaque utilisateur a une clé aussi qui est fournie par Microsoft, puis qui est protégée dans le kernel de Microsoft. Puis on peut l'utiliser pour encrypter des affaires, puis c'est pratique, mais c'est aussi que c'est dans le plus sécuritaire que tu peux avoir parce que c'est comme dans le kernel du système qui la clé est gérée. Puis c'est super facile à utiliser, là, je donne un exemple en .NET. Puis comme je disais, c'est important de comprendre les limitations de ça. Fait que là, j'ai mon fichier de configuration pour, je sais pas, mon application. Puis j'extrais mon mot de passe, puis là, je l'utilise. Mais ce qui arrive, c'est que s'il y a un admin sur la machine, l'admin, lui, il peut enregistrer tout ce qui se passe sur le réseau. Il peut faire des dumps de la mémoire, checker tout ce qui est en mémoire. À ce moment-là, vous ne pouvez pas vous cacher d'eux autres. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez faire différents trucs pour mitiger ça, pour essayer d'empêcher, par exemple, un admin qui ferait des dumps de mémoire en utilisant ce qu'on appelle des secure strings en .NET. Il y a différentes façons, mais aussitôt on sort un petit peu du cadre de c'est quoi nos menaces, c'est quoi nos agents. Surtout qu'on rajoute un petit quelque chose, ben là, il faut changer de technique. C'est important de bien comprendre ça. Un mauvais exemple côté client encore. Souvent, c'est quelque chose qu'on a vu, c'est des gens qui veulent protéger, par exemple, une clé d'API pour un site de tracking ou un site de publicité, puis ils vont mettre ça dans leur application mobile. Mais là, la menace de l'agent ici, dans ce cas-là, c'est on veut pas que nos clients volent notre clé d'API, mais tu sais, il faut que les clients l'utilisent, fait qu'on la package dans notre application mobile, puis on met ça sur le store, puis on espère que personne ne va l'avoir. Puis le mécanisme de sécurité ici, c'est pas la crypto. Comme je vous disais, si vous encryptez votre clé d'API dans votre appli, puis vous dites je vais l'ouvrir dans mon application, mais à quelque part, le client, il faut qu'il utilise cette clé-là. Le client, il a accès à sa machine. S'il est privilège d'utiliser son téléphone, s'il est privilège de starter l'application, il a aussi le privilège de faire un dump de la mémoire de l'application ou d'enregistrer le réseau, puis de repogner la clé. Fait que la solution dans ce cas-là, c'est si vous avez une clé secrète, mettez-les pas au public. Ça revient à ce que je disais tantôt. Les secrets privés, il ne faut pas les mettre dans le public. Cet exemple-là, ça a l'air con, là, ça a l'air un peu c'est évident, là, sauf que c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent dans les applications mobiles, de des gens qui vont mettre une clé dans l'application packagée, puis là, on fait juste ouvrir l'application, puis bon, il y a des clés. C'est un autre exemple de bonne confidentialité côté client. Bon exemple côté serveur. Dans ce cas-là, ce qu'on veut se protéger, c'est, mettons, un fichier de configuration qu'on partage, au fond, qui est partagé mettons, plusieurs serveurs web. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est que si, par exemple, il y a quelqu'un qui a accès à notre serveur web, qui a accès au disque dur, par exemple, avec un trou de sécurité ou par un virus, ou même qui vole le disque dur physiquement puis qui sort avec, et puis qu'on veut l'empêcher de récupérer nos mots de passe, par exemple, de bases de données qui sont sur ce disque dur-là. Dans ce cas-là, on peut utiliser des certificats et puis encrypter l'autre fichier de configuration avec des certificats qui sont dans le store de la machine, ce que j'ai parlé tantôt, puis aussi qu'on a mis l'exportation off. Donc là, au moment où on a fait ça, ça devient très, très, très difficile pour quelqu'un qui part avec le disque dur de dire, bon, j'ai un fichier de configuration encrypté avec un certificat, je sais pas quel, avec un algorithme, je sais pas quel, puis il faut qu'il sorte ces données-là. Puis même s'il trouve l'algo, puis il sait que c'est dans le store, mais après ça, sortir des certificats du store de façon offline, c'est assez difficile aussi. Fait que ça fait que ça devient très, très, très difficile pour faire ça. Par contre, encore des limitations. Ça marche ensemble, mais aussitôt qu'on rajoute des limitations, ben là, si on veut se défendre de ça, ça marche plus.
Fait que si par exemple on assume que l'agent a accès au disque dur, souvent la probabilité c'est élevée, tu sais, qu'il va pouvoir avoir accès au RAM, au réseau, puis à d'autres affaires. Si quelqu'un d'habitude il ouvre ta machine, il ouvre le complet, il fait pas juste accéder au disque dur. À part certains types de vulnérabilités bien précises. Donc c'est important de comprendre ça aussi. Un autre mauvais exemple, je sais pas si vous êtes des fans de Futurama, mais j'ai mis ça, Look at me invisible. Dans ce cas-là, c'est, mettons qu'on veut protéger le mot de passe d'un utilisateur en le mettant dans un cookie, puis en l'encryptant, mais avec une carte codée d'un DLL. Fait que là, ça marche pas. Ma définition de problème ne marche pas, il y a plusieurs niveaux de problèmes. Hein. Fait que s'il y a quelque chose qu'on veut le protéger, il ne faut pas le mettre dans un endroit public. Des cookies, on considère que c'est public, ça se promène. Même si vous dites, j'encrypte mon transport, tout ça, c'est... Un cookie, ça se promène un peu partout. C'est important de ne pas mettre des trucs trop importants là-dedans. Puis parce que au fond, on peut en mettre, mais ça augmente la surface d'attaque. Puis aussi, hard coding clé d'un DL, comme je l'ai dit, c'est très mauvais. Tout le monde, tous les gens tous les clients qui ont ça vont pouvoir prendre le cookie puis le décrypter. Fait qu'on veut pas ça. Puis même que souvent, vous attirez l'attention sur vous, là, tu sais, s'il y a un cookie qui s'appelle le mot de passe, puis qu'il y a une chance d'encrypter, tout le monde va faire comme, ouais, je pense que je vais jouer avec ça, tu sais, que c'est important de penser à ça. Un autre exemple un peu plus visuel, c'est hard-coding clé d'un DL, c'est vraiment comme laisser une clé dans le serrure puis partir de la maison. Tu sais, vous pouvez être chanceux puis vous ne ferez pas voler, sauf que, tu sais, moindrement, quelqu'un va vous dire, ouais, j'ai le goût de rentrer dans cette maison-là, il va s'approcher, il va faire, ben là, tu sais, puis il va rentrer. C'est la même chose, si quelqu'un, vous avez une clé dans votre DLL, puis personne n'essaie de vous attaquer, il n'y a pas de trouble. Mais moindrement, quelqu'un va dire, bon, je les target, là, je vais essayer de les attaquer, je vais faire une analyse de ce qu'il y a dans ce logiciel-là, puis il commence à se poser des questions, puis il va ouvrir le DLL, puis tout de suite, il va trouver que, ouais, il est encrypté avec une clé qui est là, je vais l'utiliser. Un bon exemple, je me fais une petite pub, là. C'est Bentley Connect, c'est comme notre plateforme cloud qu'on fait, puis on gère des données de nos clients là-dedans. Puis les propriétés qu'on se fait donner comme requirement de nos boss, il faut que ce soit confidentiel, intégrité des fichiers, puis tu sais, tout béton. Puis les menaces qu'on a les agents qu'on a, c'est on veut pas que ni un employé de Microsoft, ni un employé de Bentley soit capable de voler la propriété intellectuelle des clients. C'est-à-dire que dans nos serveurs, il y a des données, puis on veut pas que personne soit capable d'aller les chercher. Puis on veut pas non plus que si, mettons, Bentley, on se fait défoncer ou Microsoft se fait détruire, puis ils lèguent toutes leurs clés, puis tout le monde rentre partout, mais on veut quand même que nos données soient protégées à cause de ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un cryptage côté client. Ça veut dire que chacun de nos clients, chacun de leurs bars, ils ont une clé privée, une clé publique puis une clé privée. Ce qu'ils font, c'est qu'avant d'envoyer des données dans notre cloud, ils l'encryptent puis ils l'envoient dans le cloud. Fait que nous, on reçoit comme un paquet de bytes, on sait pas c'est quoi, on peut pas la regarder. On a des méthodes data, tu sais, qui nous permettent de gérer les fichiers et tout ça, mais on peut pas savoir ce qu'il y a dedans, jamais. Fait que là, ça, c'est merveilleux. Ça fait qu'on puisse défendre tous ces menaces, ces agents-là. C'est super solide. Mais il y a une grosse limitation. C'est que si le client il perd sa clé, puis il nous appelle, ouais, j'ai perdu ma clé, pouvez-vous m'aider? On va dire non, t'as tout perdu, c'est fini. Fait que c'est important. Tu sais, on a ces requis-là, on va le faire. Mais de l'autre côté, il faut que nos vendeurs, nos clients, notre support, notre documentation, tout le monde le dise bien clairement aux clients, tu perds la clé, c'est fini. Tu viens de tout perdre ce que tu avais dans tes affaires. Si tu avais un projet de building, puis tu es en train de développer un hôpital, puis là, tu es à moitié de ta construction, tu as tout perdu, là, ça va coûter cher là, de refaire les plans et de restarter. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un autre mauvais exemple. Mettons qu'on veut protéger la confidentialité de mots de passe des clients. Tu sais, j'avais parlé tantôt des hashes. Fait que souvent, mettons qu'on décide qu'il y a un employé curieux qui décide de voir les mots de passe puis d'essayer d'y avoir accès. Puis ce qu'on a fait, c'est nous, au lieu d'utiliser des hashes, on les a encryptés. Parce qu'on s'était dit la solution pour ça doit être le cryptage. Non, c'est pas le cryptage. Protéger les mots de passe, c'est jamais le cryptage. C'est le hash qu'il faut faire. Parce que n'importe quel client, n'importe quel employé peut dire j'ouvre la base de données. Moi, en tant qu'admin de la base de données ou quelque chose, j'ai la clé, je peux décrypter les mots de passe, je les ai, c'est la fête. Je peux prendre les mots de passe de tous les clients de ma compagnie, puis aller voir sur le compte Facebook si c'est le même mot de passe, parce que souvent les gens vont utiliser les mêmes mots de passe partout. Fait que ce qu'il faut faire, c'est utiliser les hashes, mais depuis le début, je parle de hash en général, mais souvent, faut comprendre que des hashes, souvent les algorithmes de base comme MD5, SHA-1, c'est peu assez solide. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on appelle un one-way dataset function. Souvent, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'il y a un cell, un hash, puis il y a plusieurs itérations. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend un mot de passe avec des lettres. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met un cell dessus. Un cell, c'est juste un autre bout de quelque chose d'aléatoire. Une série de chiffres, une série de lettres mélangées, une série de bytes.
Le but de ça, c'est que les pirates informatiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà pris tous les mots de passe possibles de l'univers, ils les ont hachés, puis il y a une base de données de hash. Et que là, quand ils trouvent un hash, ils le mettent dans la base de données, ils retrouvent le mot de passe. Et qu'ils ont fait un inverse. Mais là, le problème, c'est que si on met un salt avec, c'est qu'une série de bits aléatoires, là, on peut plus faire l'inverse, parce que ça devient trop compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un cell au mot de passe, puis après ça, on fait un nombre d'itérations aussi. C'est qu'au lieu de faire une fois un hash, on la refait, on la refait, on la refait. Puis on le fait tellement de fois que que nous, côté serveur, ça nous coûte quelques secondes pour faire le hash. Puis là, l'affaire, c'est que si nous, ça nous coûte quelques secondes, puis que quelqu'un veut le brute forcer, ça va coûter un coût incroyable d'essayer toutes les possibilités comme ça. Fait que plus ça nous coûte cher côté serveur, plus le hacker, ça lui coûte cher de son côté. Puis même, des fois, ça a un autre avantage. Quand les gens essaient d'attaquer notre serveur, puis de faire plein de requêtes pour essayer de deviner des mots de passe de quelqu'un, si nous, pour traiter chaque requête, il faut attendre au moins une seconde parce qu'il faut calculer notre hash, et ça fait comme une espèce de ralentissement naturel. C'est sûr que ça coûte cher du côté CPU, côté serveur, mais ça nous coûte l'effet secondaire. Puis j'avais une note dans le bas aussi. Hein. Si ça arrive souvent, on voit des gens qui, mettons, on s'inscrit sur un site web ou quelque chose, puis ils envoient un courriel de confirmation disant merci de vous être inscrit sur notre site web, voici votre login name, voici votre mot de passe qui est en clair. Là. Si vous avez ça de même, c'est qu'ils n'utilisent pas les hashes en back-end. Il y a un problème. Fait que, il y a un site web qui s'appelle Plain Text Offenders, puis vous pouvez aller là-dessus pour les rapporter, puis les autres ils font de la pub négative pour dire les autres ils font ça, fait que tenez-vous loin. L'autre exemple, cryptage en transit, HTTPS, on en a parlé une couple de fois déjà. Donc, qu'est-ce qu'on recherche avec HTTPS? On cherche la confidentialité des données qui sont en transit. Avec les agents, ce qu'on essaie de défendre, c'est des agents, des gens qui enregistraient le trafic, puis pour après essayer de craquer le trafic encrypté offline, puis essayer d'extraire des données de ça, comme vos mots de passe ou des choses comme ça. Puis le mécanisme de sécurité, encore, pas un algorithme brisé. Donc, tantôt, j'avais parlé de RC4, mais il y a aussi MD5. Il y a ici SHA-1, il y a une affaire qui s'appelle le Shappening qui est arrivé, puis là, SHA-1, il faudrait commencer, tu sais, il n'est pas brisé, mais là, on sait que des gens peuvent le briser. Comme je parlais tantôt, à peu près 100 000 $, vous pouvez vous faire une collision SHA-1. C'est quand même cher, mais ça sera pas long que ça va être assez peu coûteux pour que, si vous implémentez quelque chose aujourd'hui, qu'il faut qu'il t'offre une couple d'années, ben, tenez-vous loin de SHA-1. Puis c'est vraiment important de comprendre que un algorithme, mettons HTTPS, mais avec un mauvais algorithme, vous dites, bah, c'est encrypté pareil. Non, c'est un faux sentiment de sécurité. C'est pas quelque chose qu'on recherche à avoir un faux sentiment de sécurité. D'habitude, on essaie d'être à la coche et de comprendre exactement le risque sur lequel on s'expose. Et puis, on arrive à la fin, sûrement la troisième partie. Encore, avant de coder, il faut vraiment bien définir vos requis de sécurité. Il faut vraiment vous poser des questions, dire c'est qui mes menaces, c'est qui mes agents, c'est quoi les propriétés de la sécurité voulue, le CIA, je parlais. Puis une fois que vous avez tout décidé ça, là, vous pouvez commencer à faire des choix dans vos familles d'algorithmes, la longueur des clés que vous voulez avoir, puis tout ça. C'est vraiment important de pas juste dire bon, m'aller sur Google, me taper encryption, je prends une première librairie, je download ça de GitHub, puis c'est parti, on est correct, on est secure. C'est pas comme ça que ça marche. Donc comme je disais, faux sentiment de sécurité, c'est important de ne pas avoir ça. Puis finalement, comme je disais, c'est important de ne pas laisser la clé dans le serrure, de ne pas laisser des certificats traîner partout, de ne pas laisser des clés dans vos DLL, etc. Donc c'est ça. Avez-vous des questions?